Et je suis sur le salon All for Marketing avec Frédéric Canvet. Bonjour Frédéric. Bonjour Yann. Et nous sommes là pour parler de ton nouveau livre qui s'intitule Adapter son business dans un monde en déconsommation. Ouh là 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 là. Attention, à la déconsommation. Mais attendez, la dernière fois, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse du growth hacking. Growth hacking, c'est la croissance. Et là, tu me dis, on va être en décroissance. Oui, on va faire du degrowth hacking. Puisqu'en fait, c'est vrai que ce livre-là, c'est pas un livre qui fait plaisir. Et même moi, des fois, j'ai un petit peu de mal à le présenter à tout le monde parce que parler de décroissance, parler de déconsommation, ça fait peur. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le titre du bouquin, au début, je voulais parler du marketing de la décroissance. Et en fait, tout de suite, quand on parlait de décroissance, je dis, ah là, décroissance, déconsommation, ah là là, tiens, survivaliste, etc. Et en fait, ça fait peur aux gens. Tous ceux qui ont lu Timothée Parric et tout ça disent ouais, c'est la Révolution française, il va falloir tout changer, tout péter. Et c'est vrai que moi, je me dis oui, il va y avoir des gros problèmes à venir. Il faut les anticiper et il faut justement agir dès maintenant pour que la crise à venir soit la moins dure possible. Le moindre effort qu'on fera maintenant, ça sera quelque chose qui permettra de faire d'avoir un petit peu moins d'impact dans le futur. La crise à venir, parce que celle qu'on a aujourd'hui, qui dure depuis cette permacrise, comme on dit, tu trouves que c'est pas assez ? Alors, c'est justement que le début, malheureusement, et ce qui va se passer. Là, dans les livres, justement, je mets ça avec un graphique. Donc, dans les années 70, on a suivi vraiment une croissance énorme, exponentielle, qui s'est accélérée dans les dernières années, de la consommation. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit bien avec l'énergie abondante, avec les matières premières qu'on peut extraire, avec l'exploitation de toutes les ressources naturelles, on a réussi à avoir de plus en plus de besoins, de produits, de consommation. Et c'est vrai qu'on le voit par exemple dans l'énergie. Dans l'énergie, on voit bien qu'elle est cumulative. Tout le monde parle de transition énergétique, mais il n'y en a pas. Sauf qu'on arrive à un moment donné où là, on va arriver sur les pics de consommation de pétrole par exemple, mais également par exemple le phosphate. Le phosphate, on a encore pour 60 ans. Je vois que tu as lu les bons bouquins, que tu es un disciple de Jean Covici et de Jean-Baptiste Fressoz. Mais tu parles de peak oil. Moi, j'ai lu un rapport du patron des mines de Nancy, donc ça doit être quelqu'un d'assez compétent, et qui d'ailleurs ne se réjouissait pas du fait, mais qui disait que non, il n'y avait pas de peak oil. Il n'y en aurait pas, parce que, en fait, oui, on mesure les stocks, mais pas les réserves. Oui, alors mais c'est tout à fait vrai. Mais à cela, en fait, et tout le monde me dit ça, et me dit que oui, il y aura des réserves. Et je dis tout à fait, c'est vrai. Exactement, il y a des réserves qui sont cachées, des réserves qui vont être découvertes. Mais le problème, c'est qu'avec ce qu'on a déjà consommé, on a déjà fait 2 degrés. Si tu vas aller chercher encore plus, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire 4 degrés, 6 degrés, 10 degrés, et à 10 degrés, il n'y a plus de terre. Mais moi j'aime bien la chaleur et aujourd'hui il fait très froid et pourtant on est presque au mois d'avril donc finalement 2 degrés c'est peut-être pas mal. Alors en fait le problème c'est certes ces 2 degrés en plus qui vont augmenter la température de l'océan, etc. Mais c'est surtout les pics. Tu vas le voir cet été, l'année prochaine, tu vas avoir en fait des pics de chaleur. C'est-à-dire que pendant une semaine, 2 semaines, tu vas avoir une chaleur qui va griller complètement les récoltes. Et forcément en fait ça va faire beaucoup de mal aux gens. Et il y a des parties du monde pendant période de l'année, alors ce ne sera pas forcément en France parce que nous on n'est pas concernés, mais dans la partie d'Asie, tu ne pourras plus vivre. Et donc en fait, il y aura des semaines, ça sera tellement humide, chaud, que tu ne pourras plus sortir dehors. Donc ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas plus pouvoir vivre ? Il fait qu'il y a aussi un petit peu de réchauffement climatique qui fait augmenter un peu le niveau des océans. En Asie ou dans certains pays, ça va être très compliqué. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est des pays où il va faire un peu plus chaud, l'agriculture va être beaucoup plus complexe. Tu vois, moi je connais quelques amis qui sont en Tunisie et ils nous disent clairement il y a une pénurie, très grosse pénurie alimentaire. Parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de faire revenir les denrées et ils dépendent à 100%, enfin pas 100%, mais à beaucoup de la nourriture qui est exportée de l'Asie, de l'Ukraine. Qui est en guerre. Donc tous ces gens-là, quand ils auront faim et qu'ils n'auront pas plus de perspective, plus rien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire mais je quitte le pays et ils vont venir qu'en France, ça va être des conflits supplémentaires. Et donc il faut se dire, ce 2 degrés, nous on a l'air de se dire mais c'est rien du tout, mais si c'est énorme. Et quand tu sais le temps que met à pousser un arbre il pousse en 20 ans, oui. Et en fait faire bouger la forêt française quand elle sera grillée, ça va être très compliqué. Oui. Sur France Culture, ils nous ont expliqué ça, même ça prend 1000 ans pour faire une forêt, donc une vraie forêt. C'est peut-être un peu exagéré, mais bon, dans tous les cas, ça prend beaucoup de temps. Bon, je te titille un petit peu, mais c'est gentil. Bon,
arrivons dans le gras du sujet, en fait, le marketing. Parce qu'ici, on est all for customers. Donc, all for customers, mais finalement, on va faire du démarketing, si je comprends bien. Ah oui, alors en fait ce qui se passe c'est que moi je pars du constat, toi, ce qu'on a discuté avant, c'est que les gens qui vont acheter le bouquin, ils sont déjà un peu convaincus. Mais en fait le problème c'est que personne ne sait exactement comment faire. Alors c'est vrai que tout le monde fait un peu de RSE, toi je sais Yann tu es très éco-responsable, moi aussi je le fais à titre personnel, mais il faut en fait enclencher une dynamique. Et malheureusement, moi je le constate, les entreprises ne le feront pas de manière naturelle s'il n'y a pas une obligation. Et la RSE c'est juste un premier pilier parce que généralement qu'est-ce que tu fais ? Tu vas avoir moins de goodies, c'est ce qu'on a fait cette année par exemple sur le salon, tu vas essayer de réutiliser les matériaux, mais tu ne vas pas toucher à ton cœur de business qui est ton produit à toi. Quand tu es par exemple consultant, si tu fais ton bilan carbone, tu verras que c'est tes transports, c'est tout ce qui est repas d'affaires, etc., etc. Et il faut vraiment refondre son business model. Et ça en fait tu ne le refais pas de manière naturelle parce que ça remet en cause les fondements clés de ton entreprise. Et donc ce bouquin il est là pour ça, il est là pour dire ok, voilà tu vas faire un bilan. Et en fait, grosso modo, il y a 5 grandes étapes. Le premier, tout simplement, tu fais un bilan, un audit de ta résilience. Alors moi, j'ai pas voulu faire un truc très compliqué à la DIMUP, comme tu connais notre ami David Fayon et Michael Tartare. Moi, je me suis dit, mais il faut se poser des bonnes questions. Parce que le problème, c'est justement, c'est appuyer là où ça fait mal. Et les gens se disent, ah oui, c'est vrai que mon business n'est peut-être pas si résilient que ça. Et donc, par exemple, une question simple, c'est, si demain, Yann, tiens, une hypothèse qui ne t'arrivera jamais, si ton chiffre d'affaires baisse de 30 ou 40% en un an. Impossible. Impossible, bah oui, je sais, toi tu es un expert, Yann. Mais imaginons qu'avec cette phénomène de décroissance, tout d'un coup, tu dois baisser de 20 ou 30%. Comment ton organisation va réagir ? Et là, tu dis, ah bah ouais, c'est ce qui pourrait arriver s'il y a une crise, un ralentissement. En général, le résultat, c'est qu'on licencie ou on ferme la boutique. Exactement, sauf que tu le fais un petit peu dans l'urgence, dans la précipitation, sans n'avoir rien vraiment imaginé. Et justement, c'est ça tout le but du bouquin, c'est dire je veux absolument éviter la panique et je veux que les gens anticipent un maximum les choses. Et donc ce premier chapitre, là, c'est vraiment, ok, je fais un premier bilan. Mais si j'avais bien compris le débat entre Jouzel et Pouyanné qui a eu lieu à l'AREF au mois de septembre, où Pouyanné a répondu donc au climatologue, écoutez, nous on est dans le monde réel, mais vous n'êtes pas dans le monde réel. Comment tu fais bouger ces gens-là ? En fait, justement, ces gens-là, en fait, ont une vision très court-termiste. Ils se disent, mais c'est vrai que... Et ils ont raison, si je mettais du côté court terme, je dirais, bien sûr, j'ai tout intérêt à récupérer du pétrole, j'ai tout intérêt à continuer parce que le prix va augmenter, je vais faire plus de business. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ouais, mais c'est exactement ça. Ils ont augmenté leurs bénéfices et leur chiffre d'affaires parce que le pétrole et le gaz russe ont... l'absence de gaz russe et de pétrole russe ont fait monter les prix. Exactement, parce que c'est une vision très court terme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de pression des consommateurs, parce qu'une entreprise, en fait, tu l'as vécu comme moi, tu as travaillé dans de très très grosses multinationales, et en fait, tu es en fait, oui, tu sais, et en fait, tu es, en fait, moi j'ai toujours cette image-là, tu es un petit peu comme un rat dans une roue, et en fait, on te fait tourner, et en fait, le problème, c'est que s'il n'y a pas de volonté de la part des consommateurs, de la part des petits comme nous, et en fait, les gens, en fait, ils sont dans un système, même un dirigeant, tu vois, Pouyanné, comme tu l'as dit, en fait, il aboutit à son actionnaire. Si tu as ses actionnaires, on va faire moins de chiffre d'affaires, on va faire moins de ventes. Les mecs, ils vont dire, mais attends, t'es viré, c'est ce qui est arrivé au gars de Danone. Ce qu'il faut leur dire, et c'est dans le bouquin, je le dis, tu dis, arrête de passer le chiffre d'affaires, pense dans la marge. Et c'est ça le deuxième chapitre. Mais en même temps, Pouyanné, on en pense ce qu'on veut, hein, moi j'en pense rien, donc tout va bien. Mais son camarade qui est chez Shell ou qui est chez BP, il fait quoi lui ? Il n'arrête pas de travailler. Donc Pouyanné, il ne peut pas révolutionner le monde et l'économie tout seul. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir une initiative indépendante de tout le monde. À la fois au niveau personnel, moi je suis persuadé que c'est le personnel qui va pousser en fait le professionnel. Mais quelque part, en fait, on n'aura pas le choix. Puisque c'est fait partie du bouquin où j'explique que de toute façon, on va se ramasser une crise dans la figure. Et il faut l'anticiper le maximum. Et donc, le deuxième chapitre est là. C'est-à-dire comment tu vas rendre ton entreprise, non pas juste frugale, mais vraiment la rendre plus résiliente et réduire en fait son impact. Mais les économistes nous attirent déjà sur le fait que dans ces 20 dernières années, l'Amérique est partie complètement en flèche et l'Europe est partie complètement dans le fond de la piscine. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés, aussi bien d'un point de vue social que politique. Comment peut-on considérer que la situation va s'améliorer si on continue d'aller gratter le fond de la piscine ? Alors, en fait, je pense que c'est pas la bonne question à se poser. La question à se poser, c'est se dire, voilà, on va arriver vers un monde en déconsommation. Le but, c'est pas de consommer autant,
c'est pas de continuer la croissance, c'est de se dire comment faire pour décroître. Puisqu'en fait, le problème actuel qu'on voit, c'est qu'en fait, notre monde, entre guillemets, qu'on vit, est surexploité. Et donc, il faut réduire la voilure. Et donc, en fait, réduire la voilure, c'est vendre moins et essayer de le faire le plus rapidement possible. Et ça, il n'y a pas de débat, on est d'accord là-dessus. La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment je change le système. Alors, parce qu'on est dans un système, je te rappelle quand même, tu le sais, bien sûr, puisque tu as une petite entreprise aussi. Donc, si tu as une entreprise qui fait des pertes au point de ne plus avoir de fonds propres, qu'est-ce qui se passe ? Tu mets la clé sous la porte. Légalement, c'est interdit. Tout à fait. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut anticiper les choses pour tout simplement te dire, mais je vais réduire ma voilure, je vais essayer d'avoir une entreprise qui va être, qui va être moins, qui va faire moins de chiffre d'affaires. Et je me concentre plutôt sur la croissance, je réduis les choses. Et, donc, il faut devenir des amiches, en fait. Pas des amis. Non, justement, il ne faut pas devenir des amis, il faut être agile. Et moi, ce que je veux, c'est que au travers de mon bouquin, c'est que les entreprises qui jouent justement cet aspect éco-responsable vont anticiper les problèmes, tandis que les autres qui vont être à fond, voilà, je continue, vont se prendre le mur parce qu'ils ne vont pas anticiper les choses. Donc, cet aspect-là, agilité, est essentiel. Et c'est la deuxième partie du bouquin. Je réduis en fait ma voilure. Je suis plus agile et je suis capable d'être plus résilient face aux tempêtes à venir. Parce que c'est ça qui va arriver, on va vraiment se ramasser le mur dans la figure. Si tu n'anticipes pas ça, si tu ne rends pas ton organisation agile, et c'est ça que je dis, la culture en fait d'entreprise, et donner du sens, de la vision aux gens. Et après, c'est la troisième et quatrième partie, c'est comment je fais des offres qui vont résister à cela. Et je dis clairement que quand tu es dans une période de croissance, comme on est actuellement, les mauvais s'en sortent. Quand tu es en période de récession, de décroissance, qu'est-ce qui va se passer ? Les mauvais vont claquer en premier. Ensuite, il y aura les un peu moins bons et même les meilleurs vont claquer. Et même les entreprises éco-responsables, les personnes qui ont des entreprises à mission vont aussi avoir des grosses difficultés et il n'y aura pas des gagnants, il n'y aura que des perdants. Et justement, les meilleurs, c'est pas Total, par exemple ? Alors, et ils seront meilleurs dans leur domaine, mais malheureusement, eux aussi vont arriver à un moment donné à un problème, puisqu'ils ont un business model qui est très orienté sur l'exploitation de pétrole, parce que ça rapporte plus, ça va augmenter de plus en plus cher, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Et surtout, il y a une responsabilité qu'il faut avoir en disant, mais ok, d'accord, je comprends que ça va pas aller. Et moi, je mets en avant le fait qu'il faut qu'il y ait deux économies qui se mettent en parallèle. Et en fait, on ne pourra pas avoir, comme le dit Timothée Baric, une révolution française. Ce n'est pas possible d'avoir une casse sociale pareille. Pour moi, ce n'est pas acceptable. On ne fera pas de révolution parce que toutes les révolutions sont sanglantes, sont terribles. Je me dis qu'il faut progressivement faire évoluer l'économie actuelle pour pouvoir faire émerger une nouvelle économie. Il n'y aura pas de solution simple. On va se trouver vers un futur qui va être très compliqué et il n'y aura que des mauvaises décisions à prendre ou des moins mauvaises. Et donc, c'est pour ça que plus on anticipe maintenant, mieux ça va être. Et donc, si tu agis à ton niveau personnel, mais également au niveau de l'entreprise pour essayer d'avoir moins de consommation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle. On l'a dit, pour tenir les objectifs du GIEC, il faut que tu dis, même moi qui suis comme assez éco-responsable, il faudrait que je divise par 2 au niveau de consommation de maintenant. On l'a dit, le Covid, c'était, je crois que 5-7% de moins, 5% je crois de consommation. Pour tenir les objectifs du GIEC de 2%, de 2 degrés, il faudrait, je crois pendant 5 ans ou 7 ans, le Covid. Donc on va dire que c'est pas juste réduire un petit peu la frugalité, tu dis être amiche. Il faut supprimer aussi les services publics parce que quand tu fais ton empreinte carbone, les services publics t'attribuent automatiquement 1,5 tonne de CO2 par an. Ouais. Et tu as le quota, c'est 2,5. Hein. Ouais, mais ça en fait, malheureusement, il faudra pas le faire puisque justement c'est un filet social. Ce filet social là, et moi je suis vraiment militant pour avoir en fait une sécurité sociale alimentaire. Parce qu'en fait, quand les personnes n'auront plus à manger, n'auront plus d'espoir, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'on a vu avec les émeutes là il y a quelques temps, ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, ce n'est qu'un avant. Parce qu'en fait, toutes les révolutions, ça se fait quand les gens n'ont plus rien à bouffer, n'ont plus d'espoir. Donc il faut leur redonner de l'espoir. On parle en fait de créer des nouveaux imaginaires. Ces nouveaux imaginaires, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire on peut vivre sans décroissance. Le but, c'est pas d'avoir des influenceurs et partir à Dubaï à l'autre bout du monde et faire la fête. Le but, c'est de se dire, ok, je dois être plus sobre. Et pas l'objectif c'est pas de partir à la montagne cet été, c'est pas de partir à l'autre bout du monde, mais de dire peut-être que je vais partir peut-être en France. Moi tu vois, ça fait 5 ans que je ne vais plus à l'étranger et je vais tout simplement en Bretagne, dans la famille, et c'est vrai qu'on passe des super vacances. C'est pas le fait de partir à l'autre bout du monde qui va changer le monde. Et au contraire, moi je connais pas mal de gens qui disent ouais, j'ai besoin de vacances, je vais partir à l'autre bout du monde, j'en ai marre de mon boulot, etc. Mais voilà, c'est pas ça la solution. Voilà le meilleur conseil du bouquin. Allez dans l'Abervrac, en plus vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où c'est.
Et il n'y a jamais de touristes, et pourtant c'est un des plus beaux pays du monde. Tout à fait. Bah, tu vois, justement, dans le bouquin, j'explique ça. C'est une agence de voyage qui vend des voyages à l'autre bout du monde. Bah, forcément, elle va avoir un gros problème parce qu'elle aura moins de clients, avec un pouvoir d'achat qui va baisser. Et donc, il faut qu'elle réinvente son business model. Et elle va dire, OK, je vais peut-être faire du tourisme local, mais pas non plus n'importe quel tourisme local. Puisqu'en fait, tu auras moins d'énergie, ça coûtera plus cher. Bah là, tu vois, les boulangers qui ont vraiment beaucoup souffert, tu ne pourras plus avoir d'électricité. Par contre, tu pourras, par exemple, le karting qui est souvent qui est une activité qui est assez sympa. C'est vrai que j'en ai fait plusieurs fois. Mais tu diras, non, le karting, c'est peut-être pas le business model qui va être le meilleur, mais peut-être tu vais faire plutôt de l'acrobranche, peut-être tu vais faire plutôt d'escape game, peut-être que je vais faire autre chose. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, un atelier cuisine pour apprendre à faire des crêpes, quand tu parles de Bretagne. Donc, en fait, tu dois repenser ça et anticiper. Et là, justement, dans le bouquin, j'explique ça, c'est que les entreprises actuelles, elles ont des soucis. Parce qu'en fait, les offres actuelles, soit elles résisteront pas. Et il y a une petite partie audit là-dessus. Alors après, tu as plusieurs choix. Soit, en fait, tu dis, je vais créer en parallèle une offre, de l'offre actuelle. Par exemple, on le voit actuellement avec les produits grande consommation, ils ont une offre bio, une offre machin, etc. Tu as un premier modèle là-dessus, mais ça a des avantages et des inconvénients parce que tu ne fais pas de transition, voilà. Et puis surtout, ça rajoute des coûts. Après, deuxième chose, tu ouvres une structure à côté, ou tu rachètes une structure à côté et tu vas essayer de créer en fait un nouveau business. Et le dernier point, et je le mets dans le cas et c'est assez clair, parfois aussi tu peux dire, je mets la clé sur la porte, c'est-à-dire que j'essaye de vendre maintenant mon business. Alors, pas en mettant un sac au revoir. Hein. Pour que ce soit quelqu'un d'autre qui ait le problème. Quoi. Voilà, et toi, mais le pire, c'est que il y a pas mal de personnes qui devraient penser à ça. Puisqu'en fait, tu te dis, j'arrête ce business model-là parce que je sais que dans quelques années, ça va être compliqué. Et je vais sur un autre business model qui est plus vrai. Et là, on voit, par exemple, tu vois Asphalt dans le domaine des vêtements. Il vaut mieux arrêter de faire ces ventes de fringues de tel que et lancer des nouveaux business models comme cela. Et c'est beaucoup plus... c'est vrai que c'est des décisions assez fortes et tout le monde ne pourra pas le faire. Et c'est clair que tout le monde ne le fera pas. Il y a un courage managérial et comme je disais, un dirigeant d'entreprise ne sera jamais sera viré d'ailleurs s'il commence à parler de baisse de chiffre d'affaires. Si par contre il dit ok, je vais essayer de travailler sur la marge, et on peut le faire. Il y a une entreprise comme ça dans l'industrie qui disait moi maintenant je vais arrêter de vendre à je crois que c'était 40% de ses clients parce que de toute façon ses clients sont à l'étranger. C'est Nexence. Ouais, voilà. Et il disait, je préfère vendre des clients plus près, je vais être plus proche et je vais avoir plus de proximité et je réduis comme ça mon portefeuille. Alors, le seul problème avec cet exemple, c'est qu'il n'y en a qu'un. Ouais, alors après, tu en as d'autres que tu peux utiliser. Tu as Patagonia qui a un bon business model aussi sur le... C'est pareil, c'est l'autre. Il n'y en a que deux. Alors, tu as Decathlon, je te dirais, qui est aussi une démarche qui est très intéressante parce que Decathlon, c'est les seuls tu peux louer ton matériel de sport, tu peux le ramener, tu peux le réparer. Et Decathlon est une entreprise hyper virtueuse et qui a à en prendre un exemple là-dessus. Voilà. Donc en fait, des exemples, il faut justement, c'est ce que je disais, ces fameux nouveaux imaginaires, il faut les montrer, il faut en parler et c'est à nous de montrer qu'il y aura des solutions. Comme le dit... j'aime beaucoup Arthur Keller ou des gens comme Laurent Testoff, mais ils le disent bien, il n'y a pas de solution. Ce que je te dis là, il n'y a pas de solution. On va vraiment aller dans le dur, mais il faut l'anticiper dès maintenant et il faut montrer des exemples, puisque quand ça va être justement dans le dur, ça va être compliqué, il faudra prendre un exemple des choses et dire ah oui, il y a des gens qui ont fait ça, je peux le faire. Et c'est les initiatives locales, individuelles, sur lesquelles il faut compter et c'est ça qui va faire le succès, je dirais. Le succès, ça va être dur de parler de succès, mais en fait de réduire le choc. Voilà. Bon, merci pour tous ces conseils. On va serrer les dents parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas de solution. Donc il faut simplement s'habituer à vivre un peu plus chichement. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et puis d'aller en vacances en Bretagne, surtout. Exactement. Merci Yann. Merci Fred.